Bonjour. Dans cette séance de travaux dirigés, on va voir la conduite à tenir devant une fracture isolée des membres. La prise en charge a pour but d'obtenir une consolidation de cette fracture. Cette prise en charge comporte plusieurs étapes. D'abord l'étape du diagnostic qui commence par un examen clinique bien conduit et qu'il ne faut surtout pas négliger car il y a des situations où le diagnostic n'est pas si évident que ça. On va confirmer notre diagnostic par un examen radiologique par la suite pour pouvoir finalement traiter cette fracture. Alors, le diagnostic. Le diagnostic peut être très évident lorsqu'il s'agit d'une fracture très déplacée. Ce déplacement va donner une déformation qui est très évocatrice du diagnostic, ou bien lorsqu'il s'agit d'une fracture ouverte. Et là, les extrémités fracturaires font saillie à travers la plaie, donc la fracture, elle devient visible. Dans d'autres cas, la fracture est fortement suspectée par l'examen clinique et confirmée par la radiologie. Alors, dès la réception de notre patient aux urgences, on va commencer notre prise en charge. On va commencer notre conduite à tenir qui commence, elle, par un examen clinique, on a dit, bien conduit, avec un interrogatoire qui doit noter l'âge, les antécédents du patient. En matière de traumatologie, on accorde beaucoup plus d'importance à l'âge du traumatisme lorsqu'il s'agit d'une fracture ouverte. Lors du dernier repas, s'il y a un traitement chirurgical ou bien une anesthésie à prévoir. Les circonstances du traumatisme, c'est les accidents de travail, les accidents sportifs, accidents domestiques, ainsi de suite. La nature du traumatisme ou bien le mécanisme, qu'il soit direct, indirect. L'importance de la force traumatisante s'il s'agit d'un traumatisme violent ou bénin. Le traumatisme bénin doit faire suspecter une fracture pathologique. Et bien sûr, la localisation de la douleur et l'impotence, il faut faire attention, qui n'est pas toujours présente. Plutôt, qui peut être absente. Voilà. Elle peut être absente, il faut faire attention. Alors, notre examen physique commence, lui, par l'inspection, qui est bilatérale et symétrique. Il va rechercher soit une déformation, on a dit, lorsqu'il s'agit le plus souvent d'une fracture diaphysaire déplacée, ou bien une attitude, soit du membre supérieur ou du membre inférieur. Il y a une attitude du membre supérieur qu'on connaît tous, c'est l'attitude de dessous, ou bien l'attitude du membre inférieur en rotation externe, raccourcissement et adduction. Voilà, lorsqu'il s'agit d'une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, col ou du massif trochantéral. On va rechercher les ecchymoses et les œdèmes qui signent l'hématome. On doit noter aussi l'état cutané. L'état cutané, s'il n'y a pas de plaie, on doit rechercher des contusions ou des dermabrasions, surtout après un traumatisme direct. Et noter le siège, l'étendue et le degré de souillure lorsqu'il existe une plaie, surtout en matière de fractures de jambe, car c'est les fractures ouvertes les plus fréquentes. Il faut noter aussi la couleur du membre par rapport au côté sain, du membre fracturé par rapport au côté sain. Cela va nous orienter vers l'existence ou non d'une lésion vasculaire. La palpation à la recherche d'une zone sensible lorsqu'il s'agit d'un doute diagnostique ou bien il n'y a pas de déplacement, comme c'est le cas par exemple des fractures du scaphoïde où il y a une douleur à la palpation de la tabatière anatomique. Il faut vérifier les poux périphériques en distalité par rapport à la fracture, ainsi que la sensibilité et la motricité. Une diminution de la sensibilité ou ce qu'on appelle une hypoesthésie doit faire suspecter une lésion nerveuse. Bien sûr, cela avec des connaissances anatomiques préalables. Après avoir fini rapidement notre examen clinique, il y a certains gestes qui s'imposent. Le premier geste étant l'immobilisation
par une attelle radiotransparente afin de faire notre examen radiologique. Si la déformation est très importante et il y a un fragment qui menace la peau, on va faire ce qu'on appelle une réduction sommaire, qui est douce, afin d'éviter l'ouverture. Puis s'il y a une fracture ouverte, on va nettoyer cette plaie et la couvrir par un pansement stérile, avec la mise en route d'un traitement antibiotique en urgence. Bien sûr, il existe des pièges diagnostiques où on doit être très vigilant, surtout devant les cas suivants. Lorsqu'il s'agit d'une fracture du col fémoral impactée en coxa valga, le patient peut marcher et généralement le patient consulte en marchant. Et l'importance fonctionnelle là est dite relative. Le deuxième cas est celui du syndrome du tableau de bord. Lorsqu'il s'agit d'un traumatisme ou bien d'une luxation postérieure de la hanche, elle va attirer toute notre attention. Il ne faut pas oublier à examiner le genou et rechercher une fracture de rotule. Il y a aussi le cas des fractures de la base du cinquième métatarse lors des traumatismes en inversion, prise à tort pour des entorses. Donc il ne faut pas hésiter à rechercher une douleur provoquée à la palpation de la base du cinquième métatarse et bien sûr demander les examens radiologiques. Et aussi les fractures isolées des os de l'avant-bras, de l'un des deux os de l'avant-bras. Il ne faut pas hésiter à examiner l'articulation sus et sous-jacente. Il faut toujours le faire à la recherche d'une fracture de Monteggia ou de Galeazzi. Il y a aussi le piège diagnostique de la fracture du scaphoïde qui est non déplacé, qui peut être invisible sur la radio standard, surtout les premiers jours. Là, soit on va immobiliser notre patient par une attelle et demander d'autres radios en moyenne après quelques jours, en moyenne c'est 10 jours, ou bien carrément demander un examen radiologique plus performant qui est la TDM ou le scanner. Donc il faut être toujours vigilant devant ces cas. Après avoir fini notre examen radiologique, il faut confirmer notre diagnostic bien sûr par un examen radiologique. Il faut faire au minimum 2 incidences, une de face et de profil, prenant l'articulation sus et sous-jacente, puis compléter par d'autres incidences spécifiques si cela le demande. Donc l'examen radiologique va confirmer le diagnostic, va visualiser la fracture, le trait, le siège, le type, ainsi que le déplacement. Et aussi, il va rechercher les lésions associées, comme c'est le cas de la fracture de Monteggia. Il visualise la fracture et la lésion associée qui est la luxation. La TDM, qui est un examen beaucoup plus performant, de nos jours indispensable, surtout dans certaines fractures, comme la fracture du plateau tibial, la fracture du côté, la fracture de la palette humérale, ou bien la fracture du pilon tibial. Il est beaucoup plus performant, car il permet de visualiser la fracture dans un plan horizontal, frontal et sagittal. Et bien sûr, l'apport de la 3 dimensions. Ceci va nous aider beaucoup plus lorsqu'on prévoit un geste chirurgical de prévoir bien sûr notre tactique opératoire. Voilà. L'IRM, elle est beaucoup moins utilisée en matière de traumatologie car elle est beaucoup plus performante dans les lésions ligamentaires, c'est-à-dire les parties molles, les lésions ligamentaires, méniscales, surtout du genou et de l'épaule, mais elle peut visualiser les fractures infraradiologiques, comme le cas de la fracture du scaphoïde ici. Après avoir fini notre examen clinique et radiologique, donc on a un diagnostic de la fracture.
La fracture doit être entièrement évaluée par l'examen clinique et radiologique. C'est-à-dire que les déplacements doivent être notés, la tête cutanée et des structures avoisinantes aussi, telles que les nerfs et les vaisseaux. J'ai cité un exemple, c'est l'exemple de la fracture des deux os de l'avant-bras. Donc il s'agit ici, on va dire qu'il s'agit d'un traumatisme fermé et il n'y a pas de lésion vasculo-nerveuse à l'examen clinique. Donc on va dire qu'il s'agit d'une fracture fermée de la diaphyse des deux os de l'avant-bras, c'est diaphysaire, c'est pas métaphysaire ni épiphysaire, de l'avant-bras. Elle est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième fragment, c'est pas complexe. Et elle est déplacée, on peut noter aussi le déplacement, déplacée, translation translation latérale et chevauchement. Bien sûr, sans complications vasculo-nerveuses. Ce résumé, il regroupe tout. Ou on peut dire aussi, il s'agit d'une fracture de la diaphyse des deux os de l'avant-bras, simple, déplacée, sans complications, sans ouverture cutanée ni complications vasculo-nerveuses. Alors là, on a un diagnostic plus ou moins complet, clinique et radiologique. On peut commencer le traitement de ces fractures. L'objectif du traitement est l'obtention, on a dit, d'une consolidation osseuse, bien sûr sans déformation et restauration de la fonction. Toutes les fractures répondent à un résumé de monsieur Appelé, c'est-à-dire qu'il faut réduire, maintenir, puis rééduquer. Premièrement, il faut réduire. Bien sûr, on ne va pas aller réduire une fracture non déplacée. La méthode la plus courante de la réduction, c'est la manœuvre externe par application d'une traction suivie d'une manipulation de la fracture sous anesthésie générale, ou bien une réduction chirurgicale à foyer ouvert lorsqu'il y a un traitement chirurgical qui a été indiqué, ou bien lorsque la fracture nécessite une fixation interne. Ici, j'ai pris l'exemple d'une réduction de la fracture de l'avant-bras. Elle commence par une traction dans l'axe pour ramener les deux os de l'avant-bras au même niveau pour pouvoir corriger cette translation et commencer notre traitement orthopédique ou immobilisation orthopédique. Après cette étape de réduction, on doit maintenir cette réduction. Pour la maintenir, il existe deux méthodes, orthopédique ou chirurgicale. La méthode orthopédique, soit par une écharpe ou bien un bandage coude au corps, c'est le bandage de Dujarrier. Il est utilisé le plus souvent soit dans les luxations ou bien dans les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. La traction continue ou bien la traction transosseuse, transcalcanienne, transtibiale selon le niveau de la fracture. Il peut être soit une solution d'attente en attente d'une chirurgie ultérieure, ou bien un traitement définitif, par exemple lorsqu'il y a des fractures non déplacées, ou bien très peu déplacées dans du cotyle. Pardon. Il y a aussi l'immobilisation plâtrée qui est sous forme de bande imprégnée de plâtre, le plâtre de Paris. Si je me rappelle. Donc plusieurs appareils selon le siège, on connaît tous, le plâtre brachio-antébrachiopalmaire, la manchette plâtrée ou bien le plâtre chirurgicaux, selon le type de la fracture, le siège de la fracture aussi, et ils répondent à des règles bien codifiées, d'accord. Le plus souvent, elles immobilisent l'articulation sus et sous-jacente par rapport à la fracture, laissant libre les autres articulations pour la rééducation fonctionnelle. Et les étapes pour faire un plâtre, on va commencer par une protection cutanée par une bande ou bien une couche de bande de jersey, puis une couche par une bande de mousse ou bien du coton.
l'excès de Jersey va être retourné. Puis on va tremper notre bande plâtrée dans l'eau, puis vider de l'excès de l'eau pour l'appliquer finalement sur le membre fracturé sans trop de tension, surtout dans les plis de flexion ou bien sur les articulations, et imprimer des mouvements circulaires afin de vider tout l'air qui peut être source de fragilisation de cet appareil plâtré. Certains plâtres sont fondus et bien sûr il ne faut pas oublier de surveiller car il y a risque de complications sous plâtre. Pour les méthodes chirurgicales, il y a celles qui ne nécessitent pas d'abord de chirurgical, celles qu'on appelle à foyer fermé. C'est soit l'embrochage ou bien les broches de Kirchner, qui est très utilisé en matière de fracture de l'extrémité inférieure du radius, ou bien en embrochage qu'on appelle embrochage d'acétal, embrochage centromédulaire, et il est aussi très utilisé chez l'enfant. L'embrochage, c'est des branches de météso. Il nécessite un contrôle radiologique opératoire et bien sûr, parfois il nécessite une immobilisation plâtrée peut être nécessaire. Il y a aussi l'enclouage centromédulaire. C'est une tige métallique qu'on va pénétrer dans le fût médulaire à travers une incision à distance du foyer de la fracture. Ça, c'est le fameux clou gamma pour les fractures pertrocantériennes. Bien sûr, après réduction préalable de la fracture et contrôle sous amplificateur de vaillance. Cela nécessite un contrôle radiologique opératoire aussi. Et verrouillage de part et d'autre du foyer de la fracture, ce qui va conférer une stabilité dans tous les plans. Le fixateur externe, il est très utilisé pour les fractures ouvertes. Il utilise un système de fiches qui sont introduites par voie percutanée, réunies par ce qu'on appelle un porte-fiche. Il existe plusieurs types ou bien plusieurs fixateurs externes. Celui-là, on l'appelle orthofixe. Il est, on a dit, très utilisé en cas de fracture ouverte. Surtout après les fractures, soit classées type 3 selon la classification de Cauchois et Dupart. Pour les méthodes utilisant un abord chirurgical, ce qu'on appelle soit fixation interne ou bien méthode à foyer ouvert ou bien à ciel ouvert, elle nécessite un abord chirurgical du foyer, donc elle ne respecte pas l'hématome fracturaire, ou bien il est utilisé lorsque la fracture ne peut pas être réduite à foyer fermé, lorsqu'il s'agit par exemple d'une incarcération musculaire sur le foyer de fracture, ou bien de principe, comme c'est le cas des fractures du scaphoïde. Une fracture déplacée du scaphoïde nécessite une fixation interne. Et les modalités pour la fixation interne, il existe plusieurs implants, ou bien c'est soit le visage, soit les plaques, qui peuvent être utilisées pour les fractures diaphysaires, radius, cubitus, ou bien ici pour la diaphyse fémorale. Il y a des cas particuliers, c'est celui de l'arthroplastie. Il est utilisé surtout dans les fractures du col chez le sujet âgé. Il y a deux types d'arthroplastie, soit totale qui remplace les deux surfaces articulaires, comporte une pièce cotyloïdienne et une pièce fémorale, ou bien ce qu'on appelle les arthroplasties cervicocéphaliques, remplaçant juste le col et la tête. C'est une prothèse de type Moore. Et aussi pour les fractures luxation de l'extrémité supérieure de l'humérus chez le sujet âgé. Il y a les prothèses soit anatomiques reproduisant l'anatomie, ou bien inversées, c'est-à-dire inversant la convexité et la concavité de l'articulation gléno-humérale.
On les utilise car la fracture, surtout du col du fémur, va provoquer une interruption de la vascularisation de la tête fémorale, ce qui va donner automatiquement une ostéonécrose, ce qu'on appelle une ostéonécrose de la tête fémorale, sans aucune possibilité de revascularisation. C'est pour cela qu'on va faire un remplacement prothétique. Il y a aussi le cas particulier des fractures ouvertes. Il ne faut pas oublier que c'est une urgence chirurgicale car il y a un risque infectieux très élevé. Donc le traitement est chirurgical, ou bien, oui, il est chirurgical, pardon. Il comporte 3 étapes. L'étape du nettoyage ou bien du parage, c'est-à-dire l'excision des tissus dévitalisés. Et la deuxième étape, c'est l'étape de fermeture ou de la couverture lorsqu'il s'agit d'une fracture impossible à fermer. Et la troisième étape, on va classer cette fracture selon la fameuse classification de Cauchois et du Parc, qui comporte les 3 types qu'on connaît déjà. Et pour ensuite, selon le type anatomopathologique de la lésion cutanée, faire notre stabilisation ou bien notre ostéosynthèse, que ce soit par un enclouage ou bien un plâtre lorsqu'il s'agit d'une fracture type 1 parce qu'elle rejoint les fractures fermées, ou bien type 2 ou 3, cela tout dépend de l'état cutané. Après avoir pris en charge notre patient, cela ne nous exempte pas de certaines complications qui peuvent survenir soit immédiatement pour les fractures, que ce soit des complications vasculaires, nerveuses, cutanées ou emboligaseuses, des complications surtout de plâtre. C'est pour cela que je vous ai dit de surveiller les patients sous plâtre, surtout à la recherche d'un syndrome d'éloge, du phlébite, d'un escarre cutané, d'un déplacement secondaire ou bien d'une nécrose. Et les complications secondaires qui peuvent être soit les déplacements, pardon, les complications secondaires des fractures, soit les déplacements secondaires, syndrome neuro-algodystrophique, jugulé par un traitement médical et une rééducation. Et les complications tardives qui sont le retard de consolidation, la pseudarthrose dont le traitement est purement chirurgical, le calvitieux aussi, et la raideur articulaire qui peut être évité par une rééducation fonctionnelle précoce. J'espère que cela a été instructif. Je vous dis merci